Alors dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne Bridge. J'ai la version ici CC 2017. Tout ce que vous allez voir ici fonctionnera avec les versions antérieures. Il y a peut-être quelques toutes petites nouveautés, comme par exemple ici Adobe Stock, qui n'apparaîtront pas, mais l'essentiel du logiciel fonctionne de la même façon, puisque tout ne change pas forcément intégralement à chaque nouvelle version, bien au contraire. Et même j'ai envie de dire probablement avec les versions ultérieures aussi. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo, si vous la voyez en 2025 avec CC 2025, bon là clairement il y aura sûrement du changement. En tout cas pour le moment, c'est à ça que ça ressemble, donc je suis ici sur la version Windows, mais évidemment sur la version Mac, à part la barre de titre en haut qui se retrouve dans la barre du Finder, comme toutes les applications Mac, vous aurez strictement la même interface bien entendu. J'ai ici une version qui est dite High DPI, donc haute résolution, pour les écrans dits Retina. Retina, c'est le mot commercial pour les écrans haute résolution, donc à haute densité. Et depuis Bridge CC 2017, cette fonction est enfin supportée sur Windows. Donc c'était le dernier logiciel, il me semble, du Creative Cloud à ne pas supporter le Retina sur Windows. Maintenant c'est chose faite, donc vous avez un joli lissage puisque tout est rendu avec une mise à l'échelle à 200%, donc je suis ici dans une résolution Ultra HD, donc 3840 par 2160. Vous allez visionner cette vidéo dans une résolution qui va être inférieure, en tout cas moi je vais la rendre en HD et la publier sur tuto.com en HD qui lui-même ensuite fera une adaptation en fonction de son player. Mais si vous avez chez vous un écran Ultra HD, vous verrez que maintenant Bridge CC 2017 le supporte, ce qui n'était pas le cas avant, donc on se retrouvait avant avec des typos toutes petites. Alors certes on avait de l'espace du coup pour afficher les choses, mais tout était très petit. Donc d'ailleurs si on va dans édition et qu'on va dans préférences, on voit ici les préférences de caméra raw, voilà, et quand on va dans l'interface, vous voyez qu'on a texte mise à l'échelle de l'interface utilisateur, et on a une mise à l'échelle qui est automatique. Donc ensuite si on met 100%, on peut revenir à l'interface par défaut, y compris d'ailleurs avec un écran comme le mien qui est en Ultra HD, si vraiment vous voulez avoir beaucoup d'espace. Si je mets 100% et que je clique sur OK, on va pas voir la différence, en tout cas pas tant que Bridge sera redémarré. Donc hop, on va redémarrer Bridge. Et là vous voyez que tout de suite les choses sont toutes petites, mais vraiment toutes petites. Alors du coup on peut dire qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'écran, on peut mettre beaucoup d'images et les afficher, mais c'est quand même assez petit. Donc c'est pas quelque chose qui est évident. On va remettre du coup édition, préférence, et on va mettre 200%. Donc automatique c'est ce qu'il fait en fait, il met 200% parce qu'il a détecté que j'étais en Ultra HD. Donc si vous n'avez pas la même chose que moi, c'est probablement parce que vous ne rendez pas l'interface exactement de la même façon, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas perturber la suite de cette vidéo. Hop là. Donc au niveau de l'interface justement, ça c'est le plan, l'interface et le plan de travail que vous avez par défaut. Donc évidemment on a un menu comme toutes les applications, on a un certain nombre de boutons qui sont présents là-haut. On a ensuite un fil d'Ariane, un chemin de fer qui m'indique l'arborescence dans laquelle je me trouve, enfin en tout cas le répertoire dans lequel je me retrouve et son arborescence. Vous voyez qu'à chaque fois on a un petit bouton ici qui nous permet d'aller dans les répertoires à l'intérieur. Donc par exemple ici dans FR, je peux aller voir tous les sous-répertoires dont WIP, dont ensuite ceux qui sont là. On peut remonter aussi évidemment au niveau de l'ordi et on peut voir du coup toutes les machines qui sont en réseau et aussi évidemment tous les disques durs qui sont branchés. On a ensuite deux panneaux sur la gauche et sur la droite qui sont redimensionnables, que l'on peut cacher en appuyant sur Tab, comme dans Photoshop d'ailleurs. Et on a ensuite une division qui se fait ici sur chaque panneau, sur les panneaux latéraux, donc en hauteur, pour afficher encore des onglets. Donc les onglets sont les favoris et les dossiers, donc pour pouvoir naviguer, moi j'utilise toujours favoris, donc dossier c'est simplement une arborescence de tout ce que l'on a sur le disque dur qui est actuellement déplié, en l'occurrence moi P2 points. Donc moi je reste plutôt dans les favoris et en général je me balade plutôt avec ce truc là-haut, mais bon c'est une question de préférence. Ensuite en dessous on retrouve les filtres qui permettent de classer ce que l'on a à l'écran et les collections, il n'y en a aucune et évidemment je vais vous apprendre à en créer. Et on a sur la droite, on va cliquer sur une photo, sur la droite quand on clique sur une photo on a l'aperçu qui peut se mettre sur la droite, ou publier qui permet de participer et de contribuer à Adobe Stock. Quand on est sur l'aperçu, on a une interaction possible, notamment au niveau de la loupe, quand on clique, et ensuite on peut se déplacer ou fermer la loupe, hop, en cliquant ici, et on peut attribuer d'ailleurs une note directement depuis l'aperçu. Lorsqu'une photo est sélectionnée, les métadonnées évidemment se rafraîchissent en fonction
Donc là, par exemple, je vais pouvoir accéder à un certain nombre d'informations, on va en reparler. Et puis c'est ici qu'on peut attribuer des mots-clés et les rechercher. Donc voilà pour le tour du propriétaire rapide. La première chose que vous allez probablement vouloir faire, c'est faire donc un petit tour dans les préférences. On a vu tout de suite l'interface et la mise à l'échelle parce que je voulais vraiment que vous ne soyez pas perturbé par le rendu. Vous pouvez en tout cas changer le thème de couleur qui peut démarrer en gris foncé. En général, par défaut, il démarre en gris foncé. Moi, je le mets tout de suite en noir et vous pouvez ensuite foncer le résultat. Donc on peut revenir au mode par défaut, peut-être le foncer un tout petit peu. Voilà, moi je vous suggère d'avoir des gris qui soient équivalents. Alors vous remarquez une chose assez bizarre, c'est que la luminosité de l'interface utilisateur, la glissière ne correspond pas au gris que l'on a au fond de l'image, ce qui est assez embêtant. Moi ce que je suggère, c'est d'avoir exactement le même gris pour éviter d'avoir l'œil perturbé par plein de niveaux de gris différents, ou alors de mettre les trucs les plus noirs possibles, voilà, et un peu moins pour avoir un fond voilà, qui match un petit peu. La couleur d'accentuation, c'est cette couleur-là, quand on a un élément qui est sélectionné. Ici, j'ai obsidienne, par défaut, ce sera jaune. Là aussi, c'est très flashy. Je suis pas fan, moi, quand il y a un truc comme ça qui sort de l'interface et qui trouble un petit peu la vision. J'aime bien pouvoir me concentrer et regarder mes photos sans forcément être perturbé par plein de machins qui clignotent ou qui attirent l'attention. Donc obsidienne, c'est en noir, donc du coup, c'est très discret. Maintenant, c'est quelque chose de perso, donc si jamais vous voulez le faire différemment, eh bien vous pouvez, bien entendu, vous avez vous voyez, différentes couleurs. Moi, je vais laisser sur obsidienne. Donc quand je reviens en général, j'attire votre attention sur une préférence que je vous suggère d'adopter, qui est de double-clic pour modifier les paramètres Camera Raw dans Bridge. Ça veut dire qu'au lieu que ce soit Photoshop qui se lance et qui pilote Camera Raw pour développer des fichiers bruts, ce sera Bridge. J'ai une vidéo sur la maîtrise de Camera Raw, et évidemment je pense que je le redis parce que c'est quelque chose qui est très important. Ça vous permet de faire vos développements en associant Bridge à Camera Raw, et pendant ce temps Photoshop reste disponible pour d'éventuelles retouches si vous voulez faire autre chose. Bon, c'est pas un drame hein, si vous utilisez Camera Raw avec Photoshop, c'est juste que du coup ça rend Bridge un petit peu plus indépendant. Moi j'ai pris cette habitude, et vous pouvez au pire, si c'est pas coché, spécifier à la demande en tout cas que vous voulez développer une photo avec Camera Raw en faisant un clic droit. Par exemple, je vais faire clic droit et je dis ouvrir dans Camera Raw. Donc même si le double clic est associé au développement Camera Raw avec Photoshop, on peut dire au clic droit ouvrir dans Camera Raw. Donc moi j'aime bien l'avoir par défaut, donc y compris avec le double clic, donc j'ai mis dans le général, j'ai coché cette option. Donc autre préférence, on voit ici dans les éléments favoris, ceux qui sont présents par défaut sur la gauche, la bibliothèque, le nom, le PC, le bureau, etc. Donc moi il y a plein de choses que j'ai pas forcément envie de voir puisque je n'utilise ni les bibliothèques, ni mon profil, ni les documents, et par contre j'utilise le bureau et le PC, par contre j'utilise pas le répertoire images. Donc j'ai une façon de m'organiser qui est assez personnelle, avec des disques durs externes et une sauvegarde en réseau. Donc tous ces trucs là qui me prennent de la place, moi je les enlève. Ensuite pour les vignettes, autre réglage important, on va pas détailler tous les trucs un par un, mais je vous montre les préférences importantes avant d'aller plus loin dans Bridge. Ici, j'ai quelle est la taille maximale au-delà de laquelle Bridge n'ira pas rendre une vignette. Donc si j'ai un fichier qui fait plus que ça, il n'affichera pas la vignette, il ne le calculera pas. Donc moi j'ai mis 2 Go 7, puisque j'ai des images dont je veux voir l'aperçu qui vont jusqu'à cette taille-là. Donc elles sont assez importantes, certes, mais comme je travaille avec des disques qui sont soit sur SSD, soit en RAID 0, ça ne ralentit pas spécialement. Enfin, au début, oui, la première fois, quand il faut générer toutes les vignettes, c'est un petit peu long. Mais je n'ai pas non plus beaucoup d'images qui font plus de 2 Go 7. Mais quand j'ai des compositions qui sont assez grosses, j'aime bien pouvoir les voir dans Bridge, puisque sinon, si la taille dépasse la valeur qui est indiquée ici, vous allez vous retrouver avec une icône. En général, ce sera un PSD, j'imagine. Donc vous allez vous retrouver avec l'icône PSD, vous savez pas ce qu'il y a derrière le fichier, quoi. Donc vous pouvez augmenter la valeur et lever la limite, si jamais ça ne vous convient pas. Ensuite, au niveau de la lecture, vous avez des préférences pour l'audio et la vidéo, puisque Bridge est capable de lire des fichiers vidéo. Vous voyez ici les métadonnées, et notamment cette option qui permet de masquer les champs vides pour éviter de se retrouver dans le panneau métadonnées avec tout un tas de trucs vides, et d'avoir à défiler pendant des heures, donc c'est pour ça que c'est coché par défaut, c'est plutôt intelligent. Au niveau des mots-clés, on a des préférences qui peuvent être intéressantes pour appliquer automatiquement les mots-clés par an, par exemple, mais aussi lire les mots-clés hiérarchiques quand on met un mot-clé et qu'on met un délimiteur d'entrée avec les caractères qui sont présents ici, qui doivent servir de délimiteur d'entrée. Donc pour les maniaques des mots-clés, c'est ici que ça se passe. Si vous avez l'habitude de séparer vos mots-clés avec des slash, vous voyez qu'on peut choisir slash ou anti-slash, et c'est ici que ça va se régler. Les étiquettes par défaut portent des noms.
Ici, elles sont présentées en anglais pour ma version, puisque je viens d'une version anglaise de Bridge, et vous allez voir que quand on va hop là, je le cherche, à chaque fois je me trompe, voilà, dans Avancer, on a la langue qui est spécifiée ici, on peut changer la langue et le redémarrer, on n'a pas besoin de le réinstaller, contrairement à Photoshop. Enfin, en tout cas, on n'a pas besoin d'installer un pack de langue, contrairement à Photoshop, qui lui a besoin d'avoir un pack de langue à rajouter. Il ne se réinstalle pas complètement, mais par défaut, Bridge est multilingue. Si vous l'installez à partir d'une version anglaise ou d'une version française, quoi qu'il arrive, les langues seront présentes au niveau de l'international. Donc ça, c'est plutôt cool. Je me suis toujours demandé pourquoi il l'avait mis dans Avancé, alors que typiquement, moi, je l'aurais plutôt mis dans Interface. Mais bon, bref. Comme par défaut, mon Creative Cloud était configuré en anglais, avant que je le paramètre en français pour enregistrer cette vidéo, du coup, les étiquettes se sont mises en anglais. Mais si vous installez pour la première fois le Creative Cloud en français et Bridge à partir de ce réglage français, alors les étiquettes seront spécifiées en français. Mais voilà, les préférences vous permettent de dire, cette image, elle est par exemple sélectionnée, celle-là, elle est terminée. Moi, en général, je mets du vert quand c'est terminé, et ainsi de suite. Ensuite, l'association des fichiers, comme son nom l'indique, vous indique comment les fichiers s'ouvrent. Par exemple, les fichiers Photoshop, si on va dans PSD, vont s'ouvrir évidemment avec Photoshop, et vous avez toutes les applications qui peuvent ouvrir ces fichiers. Si jamais vous voulez les changer, c'est ici que ça se passe. Donc ça dit à Bridge avec quoi il doit ouvrir certaines extensions. Très important, la mémoire cache. On voit que lorsque l'on a rendu les vignettes à 100% pour pouvoir les afficher en taille réelle, on peut les conserver en mémoire cache. Ce mémoire cache, elle est positionnée, c'est pas une mémoire, c'est en gros un répertoire avec un dossier de cache. Donc il est stocké avec Bridge CC 2007 dans le répertoire utilisateur. La taille de la mémoire cache, on peut définir évidemment le nombre d'éléments que l'on va enregistrer dans la mémoire cache. Alors par défaut, vous voyez que la glissière est très difficile à interpréter, on est entre 10 000 et 500 000, maintenant quand je suis au milieu, est-ce que je suis à 250 000 ? Je ne sais pas, vu l'échelle entre 10 000 et 500 000, c'est assez difficile de dire si c'est linéaire, bon, voilà, ça vous donne une idée. On peut compacter cette mémoire cache lorsqu'elle est trop importante, et on peut la purger, là aussi, lorsqu'elle est trop importante. Si je purge la mémoire cache, il va falloir rendre, à chaque fois qu'on va rentrer dans un répertoire, il va recalculer toutes les vignettes, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Les scripts de démarrage, c'est toutes les extensions qui se greffent à Bridge lorsque l'on a d'autres applications du Creative Cloud qui sont installées, ou même des plugins, puisqu'on peut lancer des applications lorsqu'on a des photos sélectionnées directement dans Bridge. Par exemple, on verra comment on peut assembler un panorama depuis Bridge, en le lançant depuis Bridge, et évidemment c'est Photoshop qui va faire le boulot. Donc le avancé, on en a vu déjà un petit peu. Si jamais vous avez des problèmes avec votre carte graphique ou des bugs d'affichage, vous pouvez utiliser le rendu logiciel, vous allez perdre en performance, mais ça peut être utile pour débugger si jamais vous avez un souci d'affichage. Il n'y a aucune raison que vous en ayez, mais bon, pourquoi pas. Et vous pouvez lancer Bridge à la connexion, ça veut dire que lorsque le système démarre, Bridge se lance. Certains aiment avoir ça si jamais ils l'utilisent tous les jours. Moi, j'utilise pas Bridge forcément tout le temps. J'utilise beaucoup, mais pas tout le temps, donc je n'ai pas le besoin en tout cas de le lancer à la connexion. Il y a hop, un petit bouton OK pour valider, et on va passer sur les outils qui sont présents ici. Ils sont assez faciles en fait à interpréter. Donc en fait ici on voit tous les dossiers qui ont été utilisés, donc précédent suivant plus les dossiers qui ont été utilisés, et on peut faire un bouton qui permet de revenir dans Photoshop. Et je voulais attirer votre attention sur ce bouton ici, qui est un bouton qui permet de lancer un outil qui va importer les images depuis votre caméra, donc en gros depuis votre appareil photo. Ici le périphérique apparaîtra dans la liste lorsqu'il sera branché. Moi je n'ai pas actuellement de caméra branchée, mais vous allez du coup pouvoir lui dire où est-ce que les photos doivent être importées, donc de la carte SD de l'appareil vers un dossier sur le disque dur, avec un dossier qui peut être créé avec une variable, notamment la date de la prise de vue, pour que les sous-dossiers se renomment automatiquement. Et puis ensuite, une fois que les fichiers, on peut aussi éventuellement les renommer, avec là aussi des variables. On peut convertir ces fichiers au format DNG si vous ne voulez pas garder le format d'origine. Moi en l'occurrence ce sera CR2 puisque j'ai un appareil photo Canon. Supprimer les photos d'origine du coup après importation, faites attention quand même si jamais l'importation se passe mal. C'est typiquement le genre de choses que je ne ferai pas. Moi j'aime bien, déjà, je vais être super honnête, je n'utilise pas le téléchargeur de photos. Je prends la carte SD, je prends les photos, je les copie 2 fois. Une fois sur mon disque de travail, ici mon P2 point, et une deuxième fois sur mon disque de backup. Donc je fais ça